Quel document, naturellement, on a énuméré l'ensemble des pièces à conviction. Les scellés vont être présentés le moment venu devant ce tribunal. Ils seront contradictoirement discutés et certainement ces scellés retiendront l'attention du tribunal. Donc que cela soit dit, qu'on ne vienne pas nous dire ici, tant que ces scellés ne sont pas mis à la disposition de la défense, le client ne va pas parler. Je pense qu'en parlant ainsi, c'est une simple manière d'essayer de faire obstruction au déroulement normal de ce procès. Aussi, Monsieur le Président, hier, il a été dit du côté de la défense que certaines parties civiles, en l'occurrence l'AVIPA, ne doivent pas être reçues en leur constitution de partie civile à cette audience devant ce tribunal. Monsieur le Président, nous allons inviter la défense à lire avec nous des dispositions des articles 4 et 156 du Code de procédure pénale. Que dit l'article 4? L'action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'article 156. Toute personne, association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après peut exercer les droits reconnus à la partie civile. Ces faits sont énumérés. Monsieur le Président, nous pensons que l'AVIPA est effectivement une association des parties civiles. Des parties civiles qui ne sont pas tombées du ciel. Des parties civiles, Monsieur le Président, qui étaient au stade ces jours-là et qui ont subi les faits que nous poursuivons. Et ces gens, Monsieur le Président, ces parties civiles, ces personnes ont souffert des différentes infractions qui ont été commises au stade. Donc c'était tout à fait normal que ces victimes s'associent pour défendre en commun leur cause devant ce tribunal-là. Et puis mieux, il nous a été dit ici par les avocats de la partie civile que l'AVIPA est constituée depuis plus de 5 ans. Je pense que ce n'est pas un arrêté qu'on va venir nous exhiber ici pour remettre en cause ces dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Ces parties civiles, parce que je le dis d'ailleurs, ces parties civiles, Monsieur le Président, c'est vrai que vous aimez employer le mot victime, mais moi je pense à ce stade-là, parce que la loi permet que la constitution de partie civile se fasse au niveau du juge d'instruction. Et ça a été fait. Ces victimes-là se sont présentées devant pour le juge d'instruction. Elles se sont expliquées, elles ont dit ce dont elles ont été victimes et à la fin, la question leur a été posée, est-ce qu'elles se constituent partie civile? Elles ont répondu par l'affirmative. C'est pour dire, Monsieur le Président, on ne peut pas leur renier cette qualité à cette audience-là. C'est tout à fait normal qu'elles se présentent devant vous et qu'elles disent effectivement, elles sont déjà constituées partie civile et elles ont le droit de venir s'expliquer et à la fin faire savoir leurs prétentions à cette audience. Monsieur le Président, je vais finir par l'article 252 dont mon frère Al-Gassimo en a parlé. L'une des missions régaliennes du ministère public, c'est de veiller à l'application de la loi. Et c'est au cours de notre lecture qu'on a découvert, au niveau de l'alinéa 1er de l'article 252, que les accusés en liberté doivent se constituer prisonniers. Ça, c'est une évidence. Et dès qu'on a vu cette disposition, nous avons veillé à son application. C'est ça notre mission. Et on n'a posé aucun acte. On n'a entrepris aucun type de détention pour envoyer quiconque en prison. C'est une invite. On a appelé ces accusés qui étaient en liberté pour leur faire un rappel. Leur dire que la loi dit qu'au plus tard, la loi dit au plus tard, la veille. Nous, on pensait que très tôt, puisqu'ils savent qu'ils sont concernés par ce procès-là, nous pensions, Monsieur le Président, que très tôt, ils auraient pris toutes les dispositions pour aller se constituer prisonniers. Mais jusqu'à la veille, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi on les a invités à se conformer à la loi.
C'est ce travail qui a été fait par le parquet. Et nous allons finir, Monsieur le Président, pour vous dire, de dire à la défense de faire très attention avec son langage. Hier, Maître Béreté, Maître Antoine Pépé se sont frontalement attaqués au parquet. On n'a pas répondu, Monsieur le Président. Nous nous battons pour gérer notre tempérance. Parce qu'on a confiance en vous. Parce que nous savons, Monsieur le Président, vous avez toutes les qualités qu'il faut pour gérer cette audience-là. Donc, nous vous demandons humblement de dire à la défense, on est là pour juger des faits, pour juger des personnes. Il est important qu'on ne s'attaque pas à qui que ce soit. Il est important, Monsieur le Président, qu'on ait un langage courtois vis-à-vis de l'autre. Je pense que si vous réussissez à faire ça, ce procès va se dérouler normalement. Parce que si nous-mêmes, nous essayons de nous comporter comme eux, ma foi, on ne réussira pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Je voudrais, Monsieur le Président, à la suite de mes collègues, pour ne pas revenir sur les dispositions pertinentes qui ont été soutenues dans l'esprit des moyens du ministère public, Monsieur le Président, honorable assesseur, qu'il m'en soit permis tout d'abord de vous remercier très sincèrement pour votre sérénité, votre clairvoyance et votre dextérité à travers lesquels vous êtes en train de mener ces débats dans cette affaire, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je ne vais pas revenir, Monsieur le Président, honorable assesseur, sur tout ce qui a été développé tout à l'heure par mes collègues. Nos arguments ont été étayés clairement par des dispositions légales en la matière. Monsieur le Président, je prends la parole tout simplement à la suite de mes collègues pour vous dire que ces exceptions, à mon avis même, ne sont pas des exceptions. Dès lors, Monsieur le Président, qu'elles n'ont pas leur raison d'être soulevées en ce stade de la procédure, Monsieur le Président. C'est des moyens pour vous empêcher d'entamer ce dossier au fond. Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement, sous le fondement des dispositions légales qui ont soutenu nos répliques, quant aux exceptions, prétendues exceptions, soulevées par la défense, je prends la parole pour vous demander tout simplement de les rejeter dans leur intégralité et ordonner que le débat soit ouvert au fond dans cette affaire. En le faisant, vous aurez rendu saine et juste. Je vous remercie. Nous avons fait le tour. Nous pensons avoir fini avec nos répliques, Monsieur le Président. Et merci. Le parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président, puisque en réalité, nous avions déjà répliqué à toutes les exceptions qui avaient été soulevées par la défense, puisqu'il y a eu des demandes qui en réalité relèvent du fond de l'affaire, mais qui ont été insérées dans les exceptions qui avaient été soulevées. C'était sciemment fait, justement c'est pour créer l'amalgame et la confusion. Heureusement que le parquet est très vigilant et a remis à sa place la défense. Monsieur le Président, mon intervention va s'articuler autour de 3 points. C'est d'abord sur la détention, puisque l'article 152 alinéa 1 est sujet à polémique. L'interprétation qui a été faite par la défense est tendancieuse, puisque la défense n'a jamais voulu de l'alinéa 1. Elle s'est toujours focalisée sur l'alinéa 2.
Or, Monsieur le Président, si nous lisons l'article 252 alinéa 1, il n'y a pas d'équivoque. 24 heures avant l'ouverture de l'audience, les accusés doivent se constituer prisonniers. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a aucune confusion possible. La question qui se pose est celle de savoir comment se constituer prisonnier. Le parquet l'a éloquemment démontré et surtout, le parquet nous a édifié sur la lettre qui est prétendument utilisée, qui selon la défense a été utilisée comme étant un titre de détention. Le parquet l'a démontré, ce n'est pas à travers cette lettre que les accusés ont été conduits en prison. Ça aussi, ça a été clarifié. Monsieur le Président, dès lors qu'un accusé se présente de façon, suite à un appel administratif, il a été convié à se présenter au greffe. Au greffe, automatiquement, il se constitue prisonnier. Comment le conduire en prison? C'est l'aspect logistique qui posait problème. Et à ce niveau, le parquet a été très vigilant. Il a dit, bon, au lieu que chacun des accusés ne parte en prison dans sa propre voiture, étant donné l'envergure de cette affaire, une affaire emblématique, il leur a proposé un bus. Moi, je pense que sur le plan matériel, en tout cas sur le plan logistique, il n'y a aucun reproche à faire au parquet. De ce point de vue, Monsieur le Président, nous considérons que cette détention, elle est régulière et ne souffre d'aucune ambiguïté. Deuxièmement, Monsieur le Président, vous avez entendu au niveau de la défense une demande d'évacuation sanitaire de M. Aboubacar Toumba Diakité. Monsieur le Président, je voudrais rappeler ici que M. Toumba Diakité était en fuite. Il a fallu la coopération internationale pour que M. Toumba soit ramené en Guinée, suite à un mandat. Donc, Monsieur le Président, permettre à un tel accusé, étant donné son implication présumée dans ces événements, dans ces massacres du 28 septembre, je pense que d'abord, elle est hasardeuse et pourrait même constituer un risque réel pour les personnes, pour les victimes et pour les témoins. Donc, ordonner une telle mesure, Monsieur le Président, ne pourra que mettre en danger des victimes qui ne sont pas, pour l'ère actuelle, ne bénéficient presque d'aucune protection. Donc, Monsieur le Président, de ce point de vue, nous pensons que cette demande, elle est mal fondée. En tout cas, elle est prématurée. Deuxièmement, mon intervention va s'articuler autour de la prétendue irrecevabilité de constitution de partis civils de la FIDH, de l'OGDH et de Avipa. Il nous a été dit ici que pour le cas spécifique, par exemple, de Avipa, que son arrêté de création aurait été rapporté. Mais Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, lire l'arrêté qui rapporte, dont il est rapportant qui a été indiqué par l'un des avocats de la défense, puisqu'on nous a interdit de les nommer, même si hier, à travers sa prestation, je pense qu'il a mis à mal ses cordes vocales, et je pense qu'il n'est pas malade ce matin parce que je ne vois pas dans la salle. Maintenant, de quel arrêté il est question? Il a parlé de l'arrêté en date du 4 décembre 2010, rapportant l'arrêté numéro 2920 du 22 juillet 2010 de l'Association des victimes. Monsieur le Président, cet arrêté ne concerne pas l'Association des victimes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Cet arrêté dont il parle a rapporté celui numéro 29-20 pour duplication. C'est-à-dire qu'il y a eu deux arrêtés qui ont été pris au compte de la même association. Le premier arrêté date du 4 mai 2010 et son numéro c'est 1310. C'est cet arrêté-là qui est en vigueur. Et c'est cet arrêté-là en vertu duquel Avipa se constitue partie civile. Et cet arrêté n'a jamais été rapporté, Monsieur le Président. Le deuxième arrêté dont il est question, il est pris sous le numéro
29-20 du 22 juillet 2010. Donc, il n'y a pas d'amalgame possible. Il ne s'agit pas des mêmes arrêtés. Ces arrêtés-là ont été versés dans le dossier. Je pense que de ce point de vue, on ne peut plus soutenir ici, à la barre, que Avipa n'a pas la qualité pour figurer dans cette procédure. Ensuite, Monsieur le Président, concernant l'OGDH, nous avons également versé dans le dossier l'arrêté de création et les statuts sont déjà versés dans le dossier ainsi que ceux de la FIDH. Donc, de ce point de vue, Monsieur le Président, conformément à l'article 156, alinéa 1, ces ONG ont effectivement la qualité pour figurer comme partie civile dans la présente procédure. En réalité, Monsieur le Président, toutes ces exceptions ont été soulevées parce qu'il y a une volonté manifeste de nuire à ces différentes ONG parce que nous savons tous, c'est à travers ces ONG que cette affaire a eu un retentissement international. Donc aujourd'hui, on crée des subterfuges à travers lesquels on espère écarter ces différentes ONG dans cette procédure. Je pense que c'est peine perdue, d'autant plus que, en ce qui concerne leur existence légale, il y a des actes qui sont en vigueur, qui sont versés dans le dossier, et en ce qui concerne leur capacité à effectivement figurer dans cette procédure, l'article 156, alinéa 1, est très clair. Dès lors qu'une association a plus de 5 ans d'existence, elle a la possibilité, si dans ses statuts, il est prévu les conditions prévues dans cet article, elle a la possibilité de se constituer partie civile. Et c'est le cas de toutes ces ONG. Pour ce qui est de la FIDH internationale, fête ses 100 ans dans quelques jours. L'OGDH, à travers l'arrêté qui est versé dans le dossier, a une existence légale depuis le 22 mai 1900. Toutes ces ONG ont dépassé le délai requis, c'est-à-dire 5 ans. De ce point de vue, Monsieur le Président, nous pensons que ces parties civiles ont effectivement la capacité et le droit de figurer dans ces différentes procédures. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais, puisqu'il a été question de M. Gomou, son conseil se retranche derrière une petite erreur de dactylographie pour prétendre et supposer que M. Blaise Gomou n'a pas été renvoyé devant le tribunal criminel. Mais Monsieur le Président, c'est d'autant plus étonnant que peut-être que son conseil n'a pas suffisamment lu le dossier ou alors il n'a pas consulté l'ordonnance de renvoi. Dans les pièces du dossier, il est clairement indiqué, par exemple, au niveau de sa première comparution, toute sa filiation. Et quand il a comparu pour sa première fois à cette barre, au niveau de son identification, il a effectivement dit qu'il était né le 22 janvier 1972 à Zérekoré. Il est le fils de Feu Pakile et de Nawa Gahara. Ça, c'est clair. Il a dit ici, Monsieur le Président. Donc, il n'y a aucune confusion possible sur son identité. Ensuite, au niveau de l'ordonnance de renvoi, il est clairement indiqué à la page 9, à la page 9, numéro 11, Blaise Goumou. Alors, qu'on nous dise qu'il y a un autre Blaise Goumou qui serait gendarme et qui serait mort, c'est extrêmement grave. Parce qu'en réalité, comme les morts ne peuvent pas discuter, ne peuvent pas contester ce qui est articulé contre eux, mais Monsieur le Président, ce n'est qu'une diversion. En réalité, pendant toute la journée d'hier, la défense nous a servi à soulever des exceptions qui, en réalité, n'avaient été soulevées que soit pour créer la confusion ou créer la diversion. Mais dans tous les cas, les réponses apportées par le ministère public ainsi que les avocats des parties civiles démontrent à suffisance que toutes ces exceptions, d'ailleurs, certaines sont mal fondées, d'autres sont inopportunes. Raison pour laquelle je demande respectueusement, Monsieur le Président, qu'il vous plaise, de bien vouloir les rejeter purement et simplement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole et par la même occasion me permettre de répondre aux exceptions soulevées par mes confrères de la Défense. Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne vais pas être très long, mais je vous prie, dans le secret de votre délibération, Monsieur le Président, en ce qui concerne la nullité de la citation, de faire application des dispositions de l'article 676 du Code de procédure pénale qui dispose:
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qui le concerne. Monsieur le Président, les accusés ont comparu. Ils sont dans cette salle. Je ne vois pas l'opportunité, Monsieur le Président, de solliciter de votre tribunal la nullité de la citation. Je vous prie de balayer cette exception d'un revers de main. Sur la non-communication, Monsieur le Président, de certaines pièces du dossier à la défense, je vous prie également de faire lecture des dispositions de l'article 389. Cet article dispose également, Monsieur le Président, honorable assesseur, l'accusé et la partie civile ou leur conseil peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toute pièce de la procédure. Il n'est délivré gratuitement à chacun des accusés qu'une seule copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise. Monsieur le Président, honorable assesseur, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'habitue trop à la gratuité. Si les avocats de la défense ont besoin, Monsieur le Président, de certaines pièces du dossier, je pense qu'ils doivent se mettre en rapport avec vous, mais cette fois-ci à leurs frais. Cette fois-ci à leurs frais. Il est très difficile pour nous, Monsieur le Président, de prendre la parole après la brillante intervention du parquet. Sur ce, je vous remercie et je sollicite qu'il vous plaise de rejeter les exceptions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'interviendrai uniquement par rapport à la prétendue détention illégale. J'en ai pour preuve le procès verbal qui a été dressé à l'initiative des conseils des accusés, procès verbal de constat, dressé le 27 septembre 2022, c'est-à-dire la veille de l'audience. Dans le procès verbal de constat, premier paragraphe, s'il vous plaît, à la requête de Maître Jean-Moussa Souvogui et d'autres confrères, tous conseil de capitaine Moussa Dadis Camara et autres. Alors, Monsieur le Président, nous avons tellement parlé de la forme, dire que la forme commande les moins. Est-ce que les avocats sont à même de déposer des requêtes? C'est tout à fait l'inverse qu'il fallait. À la requête de capitaine Moussa Dadis Camara et autres ayant pour conseil. Donc, les requérants, ce n'est pas les conseils qui sont les requérants, qui ne devraient pas être les requérants, Monsieur le Président. C'est les accusés. Puisque vous tenez à la forme, par rapport à ce procès verbal, encore une fois, vous n'étiez pas dans la forme. Monsieur le Président, au dernier alinéa de ce procès verbal, voilà ce qui est écrit. Que certes, ce présent constat préserverait les droits et intérêts de leurs clients pour la suite de la procédure. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Un procès verbal n'est établi et dressé que pour faire ressortir, faire constater un événement ou d'un acte qui vient d'être posé. Comment un procès verbal qui a été dressé à la date du 27 septembre 2022 pourra soutenir des actions ou des comportements qui pourraient se produire par ailleurs? Il n'y a aucun intérêt. Donc, pour ce motif, vous allez purement simplement écarter ce procès verbal qui n'a été dressé à dessein que pour dire, entre guillemets, que le parquet de Conakry 2 était vraiment dans une position de partialité. Ce qui n'est pas le cas et ce n'est pas ce qui a été exposé. Monsieur le Président,
je vais m'évertuer à rappeler des propos qui ont été tenus par certains conseillers de la Défense en disant qu'en ce qui concerne les recours, en ce qui concerne les exceptions, leurs clients leur avaient demandé de n'exercer aucun recours, de ne soulever aucune exception. Si c'était un secret, vous l'avez dévoilé. Est-ce que vous avez ce droit de le dévoiler? Vous savez si cela était possible ou non possible. Pourquoi avoir justement soulevé des exceptions pour le compte de vos clients, les accusés, alors qu'ils vous avaient demandé de ne pas le faire? Vous voulez faire perdre du temps à ce tribunal, vous voulez faire perdre du temps au parti civil, encore que la constitution de parti civil peut se faire à n'importe quelle étape. N'importe quelle étape. C'est cela, Monsieur le Président. Et vous comprendrez aussi qu'il y a des victimes qui ne sont pas consultées partie civile, et je sais que le moment venu, si elles constatent vraiment elles y ont intérêt, elles vont se consulter partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais insister sur l'article 396 qu'a invoqué ou qu'ont invoqué les avocats de M. Toumba Diakité. Monsieur le Président, permettez que je relise cette disposition qui est relative à la nullité des actes de procédure et à la nullité de l'ordonnance. Cette disposition, cet article dispose: l'accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après le jugement de condamnation. Qu'après le jugement de condamnation. La phrase suivante: la demande en nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants. Je vous épargne, Monsieur le Président, la lecture de ces cas. Mais il faut que de l'autre côté de la défense, donc, qu'on sache que cette disposition est sans équivoque. Parce que ce n'est pas le moment de soulever la nullité de l'ordonnance. Parce que la phrase suivante que j'ai lue tout à l'heure n'est pas détachée de cet alinéa premier. Donc c'est la suite de l'alinéa premier. D'ailleurs, cette disposition n'a pas un second alinéa. Et donc, on ne peut pas vous dire, à ce stade de la procédure, d'annuler l'ordonnance qui vous saisit. Ce n'est pas possible. Sur la base de cette disposition légale, ce n'est pas possible. Donc, j'invite encore la défense à relire cette disposition pour savoir à quel moment il y a opportunité de soulever la nullité et des actes de procédure qui ont conduit au rendu de cette ordonnance et à la nullité de cette ordonnance. Parce que, jusqu'ici, aucune décision de condamnation n'est intervenue. Aucun jugement de condamnation. En tout cas, pas en ce que je sache. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir sur 3 points. Le premier concerne l'esprit de l'article 252 du Code de procédure pénale sur la détention. Je voudrais rappeler que l'alinéa premier de cet article est très clair. Les accusés libres, donc qui ne sont pas en détention, sont obligés de se constituer partie civile, de se constituer prisonniers la veille de l'audience. Ça, c'est l'esprit
de l'alinéa 1er de cet article. L'alinéa 2 de cet article, dont se prévalent les conseils de la défense, cet alinéa est très clair. C'est lorsque des accusés ont été convoqués, ils n'ont pas daigné comparaître. C'est en ce moment qu'une ordonnance de prise de corps sera exécutée à leur encontre. Or, dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, les accusés qui ont été invités ont daigné comparaître. Personne n'a refusé. Et c'est pourquoi ils se sont constitués volontairement prisonniers, conformément à l'esprit de l'alinéa 1 de l'article 252. Donc le procureur n'avait pas à entreprendre un quelconque mandat, un quelconque titre de détention. C'est leur constitution de prisonniers qui a prévalu. Deuxièmement, en ce qui concerne l'erreur sur M. Blaise Goumou, moi je pense que on n'a plus besoin de se focaliser sur cette erreur dans la mesure où, devant le service d'investigation judiciaire, autrement dit la gendarmerie, c'est la même personne qui s'était présentée pour être interrogée. Devant le pool des juges d'instruction, c'est la même personne également qui avait comparu pour être interrogée. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, dès qu'elle a reçu la cédule de citation et la citation, elle a comparu. Parce qu'elle sait que c'est elle-même qui est concernée, ce n'est pas une autre personne. Donc, il n'est pas question de dire qu'il y a erreur sur la personne. Même s'il y a eu une erreur au niveau du secrétariat, une erreur de frappe, mais celui-là qui a été entendu par les enquêteurs, par le pool des juges d'instruction, si c'est ce dernier même qui se présente, mais ça veut dire que c'est lui-même qui est concerné. Plus de polémique là-dessus. Le troisième point, c'est sur l'irrecevabilité de certaines parties civiles qui a été brillamment développée tant par le ministère public que par mes précédents confrères. Moi, je voudrais faire lecture de l'article 491 qui met fin à cette polémique. L'article 491 du Code de procédure pénale. Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et s'il échait, déclare cette constitution irrecevable. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile. On ne parle pas d'accusé ici. Je pense qu'il n'y a pas de prévenu dans cette salle. Il n'y a que des accusés. Donc vous n'avez même pas la qualité pour soulever l'irrecevabilité d'une partie civile ici. Vous n'en avez pas. Monsieur le Président, exploitez l'alinéa 2 de l'article 491. Et enfin, Monsieur le Président, on nous a parlé ici, hier, qu'en matière pénale, il y aurait des nullités virtuelles, substantielles, qui ne sont pas prévues par la loi. Heureusement que nous sommes soumis tous à la loi, mais pas à des choses virtuelles, notamment des nullités virtuelles. Nous ne sommes pas, parce que nous ne sommes pas dans un monde virtuel. C'est le code de procédure pénale et le code pénal que nous utilisons tous, qui sont nos outils de travail. Donc, Monsieur le Président, qu'on ne vous distrait pas
avec des nullités virtuelles. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Après tout ce qui a été brièvement développé par mes confrères ici, moi j'aimerais tout simplement revenir sur certaines observations relativement à la constitution de partis civils des organisations telles que l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, la Fédération internationale des ligues des droits humains, l'Association des victimes, amis et parents du 28 septembre, AVIPA. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est difficile de parler de ces organisations sans parler de leur implication dans le cadre de l'ouverture de ce procès, les batailles qu'elles ont eu à mener, les obstacles qu'elles ont dû traverser. C'est extrêmement important. Mais ce qu'il est utile de révéler, Monsieur le Président, ça c'est pour l'histoire. Vous avez le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Vous avez Martin Luther King, le pasteur King, qui menait de grandes luttes, non seulement sur le plan juridique, parce qu'ils ont mené des actions judiciaires devant les tribunaux pour exiger à ce que la ségrégation raciale aux États-Unis soit considérée comme une violation manifeste de la Constitution des États-Unis. On ne peut pas aller à contre-courant de l'histoire, on ne peut pas aller à contre-courant du droit, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Ce serait une régression. Je comprends mes confrères de la défense, mais je pense qu'au fond d'eux-mêmes, au fond de leurs entrailles, eux-mêmes, ils savent que on ne peut pas aujourd'hui, en l'an 2022, pendant que dans tous les pays du monde, tous les pays démocratiques où il y a eu de grosses batailles juridiques et démocratiques, notamment l'ANC de Nelson Mandela, on ne peut pas aujourd'hui ramer à contre-courant de toute cette histoire glorieuse de gens qui sont battus pour que des droits civils, politiques, socio-économiques soient respectés dans le monde. Et venir aujourd'hui en République de Guinée en l'an 2022, nous dire aujourd'hui que la FIDH, qui a une histoire glorieuse, qui aujourd'hui va bientôt avoir 100 ans de lutte dans tous les États du monde, parce qu'elle a des ligues dans tous les pays, dans la plupart des États. Donc c'est une organisation qui a assez de légitimité. J'ai beaucoup de plaisir aussi à parler de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, qui aujourd'hui est une organisation, même sur le plan national, qui au-delà de la procédure du 28 septembre, a beaucoup de légitimité. Parce que nous intervenons dans la défense, parce qu'en Guinée, il n'existe pas d'aide juridictionnelle. Nous facilitons l'accès au droit, l'accès à la justice. Qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui que l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme n'a pas de légitimité à être partie civile dans ce procès. Feu Keroma Yousso, qui ne le connaît pas en République de Guinée? Un économiste, grand économiste, qui a fait ses études en Allemagne, qui s'est battu, qui a fait de son mieux dans les universités guinéennes pour enseigner le peu qu'il savait, mais surtout pour mettre au service du Guinéen les notions de citoyenneté. Ces notions-là qui sont des notions premières pour la survie de notre pays. Ce pays-là, il est le nôtre. Si nous voulons que ce pays survive à tout ce que nous avons vécu, toute l'histoire politique de notre pays, il faut bien qu'une structure comme l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, pour l'histoire, pour tout le combat qu'elle a eu à mener, soit aux côtés des partis civils dans cette affaire. L'AVIPA. Difficile de parler de l'AVIPA. Voilà, et cette structure est dirigée par une femme dont le fils est mort le 28 septembre. Que cette organisation n'ait pas de légitimité pour être avec les partis civils, ce serait ahurissant. Vous savez, le concept de class action s'est développé aux États-Unis, c'est-à-dire les actions collectives où les gens n'avaient pas véritablement besoin d'agrément, parce que le système anglophone, anglo-saxon, il est complètement différent du système francophone de droit romano-germanique. Dès qu'on se sentait lésé, on activait les classes actions.
J'espère un jour qu'en Guinée, on aura ça parce qu'on en a besoin, que ce soit dans tellement de droits, surtout le droit à la consommation. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'accès aux routes, l'accès aux hôpitaux pose énormément de problèmes, où le droit aux droits sociaux, économiques et culturels sont devraient être véritablement un pilier de développement de notre pays. Les classes actions aux États-Unis, vous avez tous regardé peut-être le célèbre film de Julia Roberts, Erin Brockovich, cette femme autodidacte qui s'est battue pour que des droits écologiques de personnes dont les eaux étaient polluées par des grandes industries. Ce film a même eu un Oscar. Donc on ne rame pas à contre-courant du monde, de l'histoire, de l'état de droit, de la culture démocratique, mais surtout de la légitimité de ces différentes organisations. Je m'arrête là. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous sollicitons que vous puissiez les écarter ces nullités portant sur ces certificats et poursuivre le débat. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, mon intervention portera sur la demande de la défense consistant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi. Je vais développer deux arguments pour vous dire très respectueusement, Monsieur le Président, nous avons dépassé ce stade-là. Mais comment? Je l'ai toujours dit, que ce procès qui est historique, que ce procès, il sera pédagogique, et que ce procès, je réitère, la Guinée est en train de jouer un grand rôle en matière de complémentarité. Quels sont ces arguments? Monsieur le Président, sauf si je ne comprends pas bien, nous, en tout cas, nous avons reçu hier une requête aux fins de remise en liberté. Je dis bien une requête en bonne et due forme que j'ai reçue le 4 octobre 2022 à 9h40. Et dont les confrères signataires, il y a au moins 2 bâtonniers, des grands bâtonniers, hein, comme Boubacar Sow, Medina Sampil, etc. Comment votre juridiction peut se prononcer si l'ordonnance de renvoi est annulée? Comment vous allez vous prononcer? Moi, je me pose la question. Parce que si l'ordonnance de renvoi est annulée, vous ne pouvez pas entreprendre une quelconque décision. Et la liberté sollicitée ne peut être obtenue que par une décision, par un jugement ici, parce que nous sommes devant le tribunal criminel. Deuxième élément, on vous soumet une autre demande concernant M. Toumba Diakité. L'évacuation sanitaire. Là aussi, il faut une décision. Ne serait-ce que sur siège mentionné dans le dossier de la procédure. Voilà le premier élément. Je vous dis, ce dossier-là, c'est mon dossier. C'est ici qu'on l'a suivi. Le bâtiment était là. Lorsque l'ordonnance a été rendue, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en 2017, nous avons relevé appel. Voilà la copie. Certains accusés ont relevé appel.
On s'est retrouvé où? Naturellement. On s'est retrouvé au niveau de la chambre de contrôle qui était présidée, je la nomme, très courageuse, très brave, par Madame la secrétaire générale aujourd'hui, que tout le monde connaît, pour sa compétence, sa moralité. Madame Adji Malice. Elle a rendu un arrêt. C'est l'arrêt du 19 avril 2018. Ce que nos confrères n'ont pas rappelé, en matière pénale, les recours sont suspensifs en matière pénale. Même en matière de cassation, une fois qu'il y a recours, ça suspend l'exécution. C'est ce qui a empêché l'ouverture du procès. Nous sommes tous des techniciens. Sauf les intérêts civils. Mais tout ce qui est pénal, dès qu'il y a un recours, ça suspend l'exécution. Toutes les parties. Hein. Cet arrêt rendu, on s'est retrouvé à la Cour suprême, c'est-à-dire que nous avons introduit tous des recours en cassation. Et je vais vous dire, la Cour suprême aussi a examiné l'affaire le 25 juin 2019. La Cour a rejeté tous les pourvois. Qu'est-ce que cela signifie en droit? De 2017, produit ses pleins et entiers effets. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est pourquoi on ne pouvait pas ouvrir le procès. Donc, si on peut parler de retard, c'est à partir de 2019 qu'on peut parler de retard. Monsieur le Président. C'est pourquoi, en tenant compte des brillantes interventions de mes confrères, nous vous demandons de rejeter purement et simplement tous les moyens, toutes les exceptions, toutes les demandes de nullité de la défense, et qu'aux prochaines audiences, que nous soyons là tous pour que le fond là soit examiné. Monsieur le Président, je voudrais terminer. Il faut quand même, c'est leur droit à la défense. Moi, je suis très fier et du tribunal, et des avocats de la défense, et par là, parce que ici c'est une tribune. Nous nous rappelons de certaines notions. Nous informons, nous enseignons, et le public nous écoute. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi pour notre justice. C'est une bonne chose pour la Guinée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, nous avons l'impression que nous sommes dans une procédure correctionnelle. Pourtant, de l'autre côté, ce n'est ni le talent, ni la maîtrise de la procédure pénale qui manque. Donc, nous allons bien demander, est-ce qu'ils ont la volonté à ce qu'on avance? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous sommes dans une procédure criminelle. Voilà, depuis 2 jours,
nous sommes en train de tourner à rond autour de 2 points. Annulation de l'ordonnance de renvoi, mise à liberté. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Nous sommes dans une procédure criminelle. On ne peut pas annuler l'ordonnance de renvoi dans une procédure criminelle. C'est pourquoi les doctrinaires ont dit que l'ordonnance de renvoi purge les nullités. Et notre législateur a repris au niveau de l'article 396, alinéa 1, en disant que l'appel ou le recours contre l'ordonnance de renvoi se fait au même moment que le recours contre la décision de condamnation. Le législateur ne parle même pas de décision. Parce que quand il y a crime, il faut une condamnation. C'est ce que le législateur a dit. L'alinéa 1er de l'article 396. Les recours contre l'ordonnance de renvoi se font en même temps que le recours contre la décision de condamnation. Donc, Monsieur le Président, il faut qu'on avance. Depuis 2 jours, on est en train de tourner autour de l'expression « se constituer prisonnier ». Mes chers confrères, au lieu d'accompagner leurs clients à la maison d'arrêt, ils ont voulu la solennité, ils les ont fait venir au parquet. Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez contre ça, à ce stade de la procédure? Vous ne pouvez rien. Parce que vous avez des accusés régulièrement renvoyés devant vous pour des faits précis. Donc, allons-y au débat, Monsieur le Président. On est parti jusqu'à invoquer des nullités portant sur des exploits, des citations, par rapport à des accusés qui ont comparu au moins 2 fois. Est-ce que c'était nécessaire? Ils sont partis jusqu'à s'attaquer aux partis civils, au moment où il fallait soulever des exceptions s'il y en a. Monsieur le Président, allons-y au fond. Voilà une procédure dans laquelle vous avez une dizaine des accusés, des centaines de victimes, des centaines de témoins. À cette allure, on risque de s'éterniser. Allons à l'essentiel. On ne peut pas, dans une procédure criminelle, annuler une ordonnance de renvoi. Mes chers confrères le savent autant ou plus que moi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes de l'autre côté. Ce n'est pas faisable. Si vous avez des griefs contre l'ordonnance de renvoi, réservez-les après le jugement, vous interjetez les recours. Mais allons-y, Monsieur le Président. Au lieu de s'attaquer à l'essentiel, ils sont en train de tirer à boulet rouge sur un parquet qui se déploie comme un diable, qui connaît presque le dossier au même moment que nous, parce que c'est un parquet qui a été constitué à pied levé pour suivre la procédure. Ils sont là, il n'y a même pas un mois, mais ils font tout ce qu'il faut pour que cette procédure avance. Monsieur le Président, je vous prie de nous permettre d'avancer en rejetant toutes ces exceptions parce que non fondées. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole pour une nouvelle fois répondre à la défense qui a répliqué aux différentes réponses données par les partis civils hier à ces exceptions, ces irrévocabilités des consciences de partis civils et demandes de liberté. Monsieur le Président et assesseurs, mon intervention va porter sur ces imaginaires nullités et la demande de mise hors de cause de M. Blaise Goumo par jugement avant dire droit, faite également par la défense. Sur la question de nullité, Monsieur le Président, hier, lorsque les partis civils ont dit dans cette salle qu'il n'y a pas de nullité sans texte, la défense a dit non, il y a désormais la nullité
virtuelle ou nullité pour violation des formalités substantielles prévues par les dispositions de l'article 276 du Code de procédure pénale. Mais, Monsieur le Président, je pense que la défense sort l'article 276 du Code de procédure pénale hors de son cadre. Dans la procédure pénale, il y a une phase de l'instruction ou de l'information et il y a la phase de jugement. C'est vrai que l'instruction, on dit que l'instruction définitive s'est faite à la barre, mais l'instruction définitive dont on parle fait partie de la phase de jugement, Monsieur le Président. Les nullités pour violation des formalités substantielles prévues à l'article 276 concernent certains actes, certaines pièces de l'information. C'est pendant la phase de l'information. Ce n'est pas à la phase de jugement ou du jugement. Non, pas du tout. Et cette nullité-là, Monsieur le Président, elle ne peut être prononcée que par la Chambre de contrôle de l'instruction. Pour s'en rendre à l'évidence, Monsieur le Président, il faut préciser que l'article 276 est précédé et annoncé par l'article 275 qui dit ceci. En toute matière, la Chambre de contrôle de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte du juge ou d'une pièce de la procédure par le procureur de la République, par les parties ou par le juge lui-même. L'article 276 apporte la précision. Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais le cadre est bien précisé. Ça, c'est avant l'ordonnance de renvoi et c'est par la Chambre de contrôle de l'instruction. Mais vous, votre tribunal n'est pas la Chambre de contrôle de l'instruction. Mieux que ça, Monsieur le Président, mais on ne vous a pas dit c'est quoi une formalité substantielle. C'est quoi une formalité substantielle? On ne vous l'a pas dit. Une formalité, qu'est-ce qui fait d'elle substantielle? C'est son caractère obligatoire et son influence. Mais les irrégularités, supposées irrégularités dont on parle ici, quel est le texte de loi qui les a rendues obligatoires? Mais qu'on nous le dise. Ces supposées irrégularités ont quelle influence sur la procédure ou la situation des accusés? Mais aucune. Rien de tout ça, Monsieur le Président. Et mieux que ça, il faut le marteler. La nullité pour violation des formalités substantielles n'est pas une nullité sans texte. Ce n'est pas une nullité virtuelle, ce n'est pas sans texte. Je fais lecture du texte de loi lui-même. Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code. Prévue par une disposition du présent code. Ce n'est pas sans texte, ce n'est pas virtuel. La loi dit qu'il faut que ça soit prévu par le code lui-même. Comment on peut dire qu'on peut désormais parler de nullité virtuelle ou de nullité qui ne soit pas prévue par la loi? Ce n'est pas possible. C'est de la pure diversion, Monsieur le Président. À l'état actuel de notre législation, il n'y a pas de nullité sans texte. Et le deuxième élément, c'est le grief. Pour qu'il y ait une nullité, il faut qu'il y ait un grief. Il faut que la violation, supposée violation, change quand même la situation de la personne qui l'invoque. Ou porte atteinte à ses intérêts, c'est ce que dit le texte. Mais, s'il y a une erreur dans l'acte, dans l'exploit d'un huissier, qui n'a pour vocation que d'inviter les accusés à l'audience, ça change leur situation et les accusés sont déjà à l'audience. Qu'est-ce que ça change? Ça porte atteinte à leurs droits? Je n'en vois pas. Je le dis et je le répète. Je le reprends, je le répète. Il n'y a pas de nullité sans texte. Il n'y a pas de nullité sans grief. À l'état actuel de nos lois,
les seules nullités qui peuvent être invoquées sans grief, ce sont les irrégularités pour vice de fonds, c'est tout. Mais tout ce dont on parle ici, il y a quelle irrégularité de fonds? Il n'y en a pas, Monsieur le Président. C'est pour vous dire que ça ne tient pas du tout la route. Ensuite, la défense vous demande de prendre un jugement avant dire droit et de mettre M. Blaise Goumou hors de cause. Mais ça, c'est extraordinaire. Par jugement avant dit droit. Monsieur le Président, je voudrais apporter la précision. Il y a principalement deux types de jugements avant dit droit. Il y a ce qu'on appelle le jugement avant dit droit provisoire, par lequel le juge saisi d'une solution principale crée une situation provisoire dans laquelle les parties vont demeurer en attendant qu'il donne une solution au litige, et le jugement avant dit droit préparatoire, qui est la décision par laquelle le juge prend les mesures d'instruction qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Et le juge demeure saisi de la solution principale dont il est saisi. Mais lorsque l'on met un justiciable hors de cause, disons-le en français simple, on est en matière pénale, lorsqu'on le déclare non coupable, mais on va demeurer saisi de quelle question? Rien. Mais ça relève du fond. Ce n'est pas une situation qui peut être réglée par un jugement avant du droit, encore moins qui peut donner lieu à votre juridiction de déclarer M. Blaise Goumou non coupable ou le mettre hors de cause. Ce n'est pas possible. Si M. Blaise Goumou, à son égard, le juge d'instruction n'avait pas provoqué l'interrogatoire préalable avant de l'inculper, s'il ne lui avait pas notifié son inculpation, ce qu'on aurait demandé, c'était l'annulation pure et simple. Ce n'est pas le mettre hors de cause qui est une question de fond. Absolument pas. Monsieur le Président, je pense que nous sommes proches, tout proches de l'heure de la vérité. C'est cette peur-là qui s'est emparée de la défense, à mon avis, et qui ne veut pas qu'on aille au fond. C'est la peur qui s'est emparée d'elle. Je vous prie très respectueusement, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit de manière suffisamment éloquente par le parquet et mes confrères de la partie civile. Je vous prie très respectueusement, Monsieur le Président et assesseur, de vouloir rejeter toutes ces demandes infondées de la défense. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Hier, moi, j'ai été très surpris, vraiment abasourdi, lorsque la défense, prenant la parole, alors parlait sur l'application de l'article 202 alinéa 1, qui disait que, en principe, pour que les accusés aillent en prison, ils devraient avoir un référé au cours duquel le juge, le président aurait décidé de leur envoi en prison. Mais en lisant cette disposition, Monsieur le Président, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de confusion possible, puisque cette disposition est tellement indépendante que dans le Code de procédure pénale, aucune disposition de la loi ne demande pour son application qu'il y ait un référé, qu'il y ait un jugement préalable. Alors, s'il y en a, Monsieur le Président, c'est à la défense de nous prouver cela par une disposition légale qui invoque donc l'application de l'alinéa 1er donc de l'article 252. Partant de là, Monsieur le Président, ils ont voulu faire allusion, d'ailleurs dans une confusion totale, à l'application de l'article 1113, qui invoque les titres par lesquels un citoyen peut être détenu à la maison centrale. Monsieur le Président, en réalité, lorsque nous parlons de ces titres, alors l'article 1er de l'article 252 est une disposition spéciale.
cette disposition ne s'applique pas à tous ceux qui doivent aller en prison. Elle n'est applicable qu'à ceux-là qui sont accusés. Et des accusés qui sont véritablement en liberté ou qui ont été mis en liberté, Monsieur le Président. Et alors, une disposition telle que prévue par cet alinéa, Monsieur le Président, est une disposition d'ordre public, puisque le législateur n'a pas oublié de mentionner alors le terme « doit ». Nous l'avons dit hier. Nous prenons juste la parole parce qu'on est allé au-delà de ce qu'on devrait entendre. La défense fait sciemment de nous envoyer dans les diversions. C'est cela la vérité. C'est cela. Alors, nous leur demandons tout simplement de nous citer les dispositions qui demandent à ce qu'il y ait un référé afin que vous prononciez alors de leur mise en détention, en application donc de cette disposition. S'il n'y en a pas, Monsieur le Président, croyez-moi que cette demande ne fait pas partie des exceptions à soulever. Cette disposition n'a rien à voir aux exceptions qui devraient être soulevées. Et croyez-moi, Monsieur le Président, dans l'ensemble, on peut même dire sans se tromper qu'à 80% de leur déclaration, Monsieur le Président, il n'y a pas d'exception. Ce sont des demandes qui vont à nouveau ressortir quand nous serons dans le fond. Ces demandes de mise en liberté qui seront là par rapport aux examens médicaux, etc., qui ont fait l'objet alors de débats hier. Alors, Monsieur le Président, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous devons aller maintenant à l'essentiel tout en rejetant en bloc toutes ces demandes qui, de surcroît, ne sont pas des exceptions, qu'ils attendent effectivement que ces demandes alors soient reportées lorsque nous serons dans le fond de cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président, j'ai suivi avec intérêt les exceptions soulevées par mes talentueux confrères de la Défense. Monsieur le Président, comme vous le savez, en matière pénale, c'est une stratégie pour la Défense de ne pas laisser facilement le tribunal aller au fond. Parce qu'au fond, si c'est le fond, l'heure de la vérité a sonné. Monsieur le Président, des exceptions ont été soulevées. Mes confrères de la partie civile ont demandé le rejet de ces exceptions d'un revers de bras, parce que ce n'est pas fondé. Monsieur le Président, je ne veux pas abuser de votre temps, mais je suis obligé de jouer ma partition concernant certaines exceptions. Monsieur le Président, on vous parle de l'annulation de l'arrêt de renvoi. Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi, c'est une ordonnance erga omnes. Elle purge toutes les nullités. Monsieur le Président, l'article 396 est clair. L'article 396 du Code de procédure pénale est clair. L'accusé et le ministère public ne peuvent interjeter appel contre les actes de la procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après jugement de condamnation. Monsieur le Président, cet article est pertinent. Monsieur le Président, il y a des conditions limitativement énumérées pour dire quand est-ce qu'on peut attaquer l'ordonnance de renvoi. Lorsque, par exemple, le ministère public n'a pas été entendu. Mais dans ce dossier, le ministère public a été entendu. Lorsque les faits ne constituent pas un crime, mais les faits constituent un crime, il y a
La communauté internationale a été furieuse. La communauté internationale a réagi. Monsieur le Président, après ça, on parle d'erreur sur la personne, Monsieur le Président. Au lieu de Blaise Gomou, on dit Blaise Guémou. Monsieur le Président, ça, ce n'est pas une nullité, parce que l'article 383 du Code de procédure pénale règle cette affaire. Le président, dans un bref délai, interroge l'accusé à la maison centrale. Il s'appuie sur la ordonnance de renvoi. Il recueille des déclarations spontanées qui sont utiles. Monsieur le Président, Blaise Gomou a répondu. On pouvait parler de la nullité de ça lorsque on ne parle pas de, comment dirais-je, il n'y a pas des noms, le nom et le prénom ne sont pas identiques. Au lieu de Blaise, on parle, mais c'est toujours le même Blaise qui a comparu. Monsieur le Président, cette nullité doit être rejetée. On parle de l'annulation des certificats médicaux. Le président a annulé un certificat médical alors qu'il y a eu un malade à l'hôpital, il y a eu des coups et blessures volontaires, mais le médecin doit examiner. Selon le serment d'Hippocrate, il doit examiner. Et on ne peut pas attaquer ces certificats médicaux si ce n'est pas un débat au fond. Monsieur le Président, c'est pourquoi ces nulltés doivent être rejetées. Monsieur le Président, on parle de la délocalisation, que le tribunal de première instance de Dixine se trouve à Conakry 2, alors que nous sommes dans un tribunal ad hoc. Mais le ministère public a réglé ce problème, parce qu'il a parlé d'une ordonnance. Et Monsieur le Président, dans tous les cas de figure, vous avez la latitude, la compétence de juger ce dossier. L'article 378 et 379 du Code de procédure pénale vous donnent la compétence de juger les crimes et les délits. Depuis les réformes faites en 2016, le 20 octobre 2016, il y a eu l'établissement, la mise en place, n'est-ce pas? Il y a eu un nouveau code pénal, un nouveau code de procédure pénale. Tous les deux ont été promulgués, ont été adoptés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous présidez ce prestigieux tribunal criminel avec vos assesseurs et les empereurs de la poursuite qui sont le parquet. Monsieur le Président, pour en finir, on parle de l'irrécevabilité de la constitution de partie civile. Sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure pénale qui dispose que le tribunal se prononce sur l'irrécevabilité de la partie civile. Monsieur le Président, concernant la partie civile, les dispositions du Code de procédure pénale sont claires. L'article 4 du Code de procédure pénale est clair, que l'action civile appartient à celui qui est lésé par une infraction, que ce soit un crime ou un délit. Et l'article 155 du Code de procédure pénale est clair, que tout le monde peut se constituer partie civile en portant plainte devant le cabinet d'instruction. Monsieur le Président, l'article 486 et 487 du Code de procédure pénale sont clairs, qu'on peut se constituer partie civile à tout moment, même à l'audience, avant le réquisitoire, Monsieur le Président, du ministère public. C'est-à-dire quand le ministère public fait son réquisitoire, on ne peut plus se constituer partie civile. Mais avant ça, on peut se constituer. Monsieur le Président, je comprends la stratégie de la défense qui a déployé ses troupes d'élite sur les nullités pour ne pas aller au fond. Mais Monsieur le Président, il faut qu'on aille au fond, parce que la défense clame haut et fort l'innocence de certains clients, mais seul le fond peut nous aider à obtenir ça. C'est pourquoi, Monsieur le Président, qu'il vous plaise très respectueusement, que ça pleuve ou ça neige,
de passer outre sur ces exceptions et de nous envoyer au fond. Je vous remercie de votre aimable attention. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas des répliques. Sinon, je voulais faire tout juste une mise au point avant de continuer. S'il y a des répliques qui doivent intervenir encore, il faudrait que ce soit de nouveaux arguments pour soutenir les exceptions qui avaient déjà été soulevées, mais pas de faits nouveaux. Si on est d'accord sur ça. Monsieur le Président, je pense que nous demandons la parole ce matin, ce n'est pas pour revenir sur tout ce qui a été déjà dit. La défense estime qu'elle a été largement entendue en ses moyens et que ces moyens sont demeurés immuables en dépit des répliques qui ont été apportées. Et nous estimons qu'il revient à votre tribunal, Monsieur le Président, de vous prononcer conformément au texte applicable par rapport à cette demande. En revanche, Monsieur le Président, elle a une observation à faire relativement aux pièces qu'on a communiquées ce matin. Alors, c'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous prie d'accepter que je donne la parole à Maître Bamba, qui va prendre cette observation uniquement. Je vous remercie. Merci, chers confrères. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Si vous voyez que nous tenons à intervenir, c'est parce que nous venons de recevoir de nouvelles pièces. Et il est donc tout à fait normal que nous puissions nous y prononcer. En tout cas, la décision vous revient. Alors, concernant les pièces produites, nous avons remarqué que certaines parties civiles, pour justifier leur droit d'ester en justice et prouver leur qualité de partie civile, ont produit 2 arrêtés. Et donc, vous conviendrez avec moi que la loi sur le régime des associations en République de Guinée, qui est une loi de 2005, a prévu les conditions qu'il faut remplir pour qu'une ONG ait, si vous voulez, une personnalité morale. Donc, cette loi prévoit au niveau de l'article 7, par exemple, dispose que les associations et ou unions d'associations régulièrement constituées acquièrent la personnalité morale. Et l'agrément administratif constate l'existence de cette personnalité morale et lui confère le plein exercice de ses droits. Quand vous prenez l'article 10 de cette même loi, il dispose que toute association régulièrement agréée peut ester en justice et acquérir et administrer des biens, meubles et immeubles, etc. Alors, l'agrément de Avipa qui est produit, quand vous lisez l'article 2 de cet agrément, il est dit que le présent agrément ou le présent arrêté d'agrément a une durée de 3 ans et sera considéré automatiquement expiré si avant la fin des 6 mois consécutifs à l'échéance, l'ONG Avipa n'aura pas demandé le renouvellement de son arrêté, c'est-à-dire 6 mois avant l'expiration du délai de 3 ans, si l'ONG ne dépose pas une demande de renouvellement d'agrément, l'agrément est automatiquement expiré. Alors, lisez, Monsieur le Président, avec moi, je ne sais pas si on vous a communiqué cette pièce, la date est un peu illisible, mais je vois l'année 2010. Nous sommes en 2022, l'année à laquelle, le 4 mai 2010, Avipa est créé et la durée de l'agrément, c'est 3 ans. Nous sommes en combien d'années? 2022, donc 2010,
4 mai 2010 à 4 mai 2022, nous sommes déjà, je ne suis pas mathématicien, moi j'ai fait le droit, mais ça fait combien d'années? 12 ans et quelques d'après ceux qui ont fait les cours de mathématiques. J'ai fouillé un peu le cours de mathématiques parce que je n'étais pas tellement bien en mathématiques. Alors, 12 ans, alors que le délai de validité c'est 3 ans, vous comprendrez que l'AVIPA ne peut pas, d'abord n'est pas légalement, son existence actuelle n'est pas légale. Par conséquent, ne peut pas rester en justice. Est-ce qu'on va permettre à AVIPA de figurer dans cette procédure? La réponse est non. Force doit rester à la loi. Vous intentez cette procédure pour que vous soyez rétablis dans vos droits et donc la procédure par laquelle vous devez le faire doit être conforme à la loi. Par conséquent, nous vous prions d'en tirer toutes les conséquences de droit et de considérer que AVIPA n'a pas une existence légale, par conséquent, ne peut pas rester en justice. Quant à l'OGDH, elle est créée depuis le 12 mai 1995, comme si le mois de mai était devenu un secret pour eux. Donc, 12 mai 1995, de 1995 à 2022, nous sommes à combien d'années? C'est beaucoup d'années. Ça dépasse anormalement la durée de 3 ans exigée par la loi et par conséquent, l'OGDH également n'a pas son existence légale, en tout cas conformément à la loi qui régit les associations en République de Guinée. Par conséquent, elle ne peut pas rester en justice. La loi est due, mais c'est la loi. En ce qui concerne toutes les demandes et exceptions soulevées par la défense, elles sont appuyées ou elles se fondent sur les dispositions de l'article 409, ce qu'on appelle les incidents contentieux. J'ai l'impression que la partie civile est encore collée aux dispositions de l'ancien code de procédure pénale de 1998. Depuis 2016, je vous apprends, si la partie civile ne sait pas, nous avons un nouveau code de procédure pénale qui ne dit plus que l'ordonnance de renvoi purge les nullités. Non. Quand vous prenez les dispositions qui prévoient les exceptions c'est-à-dire la demande de nullité de l'ordonnance, c'est prévu, mais pour des conditions limitativement énumérées. Par exemple, lorsque l'ordonnance est rendue en violation de la loi, lorsque c'est une question d'incompétence. S'il vous plaît. Hein. Donc tout ça pour vous dire... S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Il faut qu'on se comprenne. Voilà que vous avez fini, mais vous êtes en train de faire autre chose. Il faut qu'on s'entende. Hein. Dernière partie de mon intervention. Je vois que l'OGDH a produit des statuts non signés, donc il ne peut pas produire des effets. Je ne sais pas si vous avez reçu la copie, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Oui. Il se trouve par ailleurs, je viens de vous faire remarquer que les statuts ne sont pas signés, donc on ne peut pas produire d'effets juridiques. Il se trouve que, à supposer même que ces statuts soient signés, ce qui n'est pas le cas, l'article 156 du Code de procédure pénale voudrait que dans les statuts, qu'il soit mentionné les infractions pour lesquelles l'ONG peut se constituer partie civile avec l'accord de la victime. Malheureusement, au niveau des objectifs de l'association, les violences sexuelles ne sont pas prévues, puisqu'on voit que les moyens d'action de l'OGDH sont, au niveau de l'article 3, l'appel à la conscience des citoyens, les interventions auprès des pouvoirs publics et juridiques en utilisant les pétitions, déclarations, publications, réunions et manifestations pacifiques. Nous comprenons maintenant pourquoi il y a trop de manifestations en Guinée. Nous comprenons. Donc, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, vous comprendrez le désarroi dans lequel l'AVIPA et
l'OGDH se sont fait plonger malheureusement. C'est pourquoi, pour ne pas vous retenir longtemps, puisque durant l'ex c'est l'ex, et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, puisque ce sont les mêmes pièces que ces associations ont produites qui se retournent contre elles. C'est pourquoi je vous prie en toute humilité de bien vouloir en tirer toutes les conséquences de droit en écartant non seulement ces pièces, mais aussi en constatant que l'OGDH et l'AVIPA, ça reste la FDH qui va nous, en tout cas, prouver également son existence légale au regard du droit français, pour que, Monsieur le Président, vous décidiez que l'OGDH et l'AVIPA ne sont pas légalement, si vous voulez, leur existence n'est pas légale. Par conséquent, elle ne peut pas rester en justice, non seulement pour leur propre compte, mais aussi pour le compte de tiers. En le faisant, Monsieur le Président, force resterait à la loi dans cette procédure dont vous avez la charge de conduire. Je termine en disant que Monsieur le représentant du ministère public a fait état d'une pièce qu'il aurait versée dans le dossier. La fameuse correspondance qui a fait envoyer nos clients en prison, puisque c'est l'une des pierres de procédure. S'il vous plaît, vous n'avez pas eu la parole pour parler de ça. Pourtant, c'est une nouvelle pièce. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. Hein. Comprenons-nous, s'il vous plaît, c'est vous-même qui avez dit ce que vous devez faire. D'accord, Monsieur le Président, voilà. Je termine en disant ceci. Comme c'est une pièce de procédure, elle est communicable. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir, je disais, tirer toutes les conséquences de droit de toutes les pièces produites par AVIPA et l'OGDH pour nous permettre, en tout cas, d'avoir des décisions de justice en ce qui concerne les incidents contentieux que nous avons soulevés, tant dans nos écritures déjà déposées, mais aussi oralement. En le faisant, vous aurez rendu une saine et bonne décision de justice. Et je vous remercie de votre patience. Concernant ces pièces, ni le ministère public, ni la partie civile, personne ne veut dire quelque chose. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je comprends la hargne et la détermination de la défense à vouloir à tout prix exclure les ONG dans cette procédure. Je crois que Maître Bamba, qu'il me permette de le nommer, sait pertinemment que l'agrément, la disposition indiquée, le délai indiqué de 3 ans n'est qu'à titre indicatif. Et que dans la vie d'une association, il y a des formalités à accomplir. C'est un régime déclaratif. Dès lors qu'il y a un arrêté qui est obtenu à travers une demande au ministère de l'administration du territoire, après les 3 ans, l'association ou l'ONG ne fait qu'une demande de renouvellement. Mais ce renouvellement n'est jamais obtenu. Dans la pratique, il le sait pertinemment. Toutes les associations qui évoluent en Guinée, au terme de l'article 7 de la loi portant sur l'organisation des associations, à l'expiration du délai de 3 ans, l'association fait une simple demande de renouvellement accompagnée des statuts et des rapports d'activité. Dès lors que ces rapports d'activité sont produits régulièrement au ministère de l'administration du territoire, l'association peut fonctionner librement et continuer ses démarches. Ça, c'est acquis et constant. Vous ne pouvez pas dire le contraire, cher maître. Ça, c'est éloquent. En plus, Monsieur le Président, il a parlé du défaut de signature des statuts de l'OGDH. Je ne sais pas qui lui a fourni cette copie, mais la copie qui est versée dans le dossier est signée. La copie des statuts est signée, celle qui est versée dans le dossier. Je ne sais pas de quelle manière vous avez obtenu des statuts de l'OGDH non signés. Dans les statuts de l'OGDH, et ensuite je voudrais préciser une chose. Il a indiqué un autre point, qu'au niveau de l'arrêté qui consacre l'existence juridique de l'OGDH, il y a au niveau de son objectif, de ses objectifs, pardon, promouvoir, défendre
protéger les droits des personnes sur la base des principes et normes énoncés par la législation en Guinée. Effectivement, au moment de la création de l'OGDH, voilà les objectifs auxquels était assigné l'OGDH. Mais au fil du temps, étant donné la possibilité pour les associations de modifier les statuts, d'élargir son champ d'action, au fil du temps, l'OGDH a élargi son domaine d'activité aux crimes sexuels, à la défense et à la promotion des droits de l'homme. Ensuite, à la lutte contre les discriminations telles que prévues par l'article 156, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Donc, aujourd'hui, l'OGDH, AVIPA ont la capacité et la qualité de figurer dans cette procédure parce que les objectifs, leur domaine d'activité concernent effectivement les conditions limitativement énumérées par le Code de procédure pénale. Et pour preuve, en ce qui concerne l'AVIPA, depuis la création de l'AVIPA, au compte de des événements du 28 septembre, dans la lutte contre les crimes sexuels, elle a recensé 154 victimes des crimes sexuels auxquelles elle a apporté un soutien financier. L'OGDH intervient régulièrement dans la défense des personnes qui sont vulnérables, qui sont victimes de violences sexuelles dans notre pays. Donc, de ce point de vue, l'OGDH, l'AVIPA et l'AFIDH sont dans la légalité absolue pour pouvoir figurer comme partie civile dans cette procédure. Ensuite, dès lors qu'en 2016, une loi de procédure a été votée, effectivement, la constitution de partie civile introduite en amont se régularise automatiquement parce que les lois de procédure sont d'application immédiate. Donc sur ce, Monsieur le Président, à moins que mes confrères ne trouvent d'autres arguments pour pouvoir appuyer mes propos, je m'arrête là et je demande que ces exceptions fantaisistes soient purement et simplement rejetées. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout à l'heure, la défense a tenté de diaboliser les moyens d'action de l'OGDH. Est-ce que c'est sur... Oui. C'est la même chose. Sur la recevabilité de la qualité de partie civile. Ce sont de nouveaux arguments ou bien vous... Oui, bien sûr, Monsieur le Président. C'est la même chose. Non, non, je ne répète pas, Monsieur le Président. J'ai dit tout à l'heure, la défense a tenté de diaboliser les moyens d'action de l'OGDH, pourtant qui sont simples. L'article 3 de l'arrêté indique clairement les moyens d'action de l'OGDH sont l'appel à la conscience des citoyens. L'appel à la conscience des citoyens. En quoi l'appel à la conscience des citoyens constitue une incitation? Vous vous trompez? Deuxièmement, les interventions auprès des pouvoirs publics et juridiques en utilisant les pétitions, déclarations, publications, réunions et manifestations pacifiques. En quoi cela est gênant? C'est des moyens pacifiques, des moyens. C'est un moyen. C'est des moyens d'action qu'utilisent les ONG de défense des droits de l'homme, à commencer par votre ONG, Ligido. Vous utilisez les mêmes moyens d'action. Monsieur le Président, je vous prie de faire application des dispositions de l'article 491. L'article 491. Éteignez ça. L'article 491 parle de prévenu. C'est le prévenu seulement qui peut soulever cette question. Or, nous sommes en matière criminelle. On ne peut pas parler de prévenu ici. Il n'y a que des accusés. Vous défendez des accusés. Vous parlez au nom et pour le compte des accusés. Donc, vous n'avez même pas la qualité pour soulever
le défaut de qualité d'une ONG de défense des droits de l'homme ici. Vous n'avez pas cette qualité. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un rappel. Oui, oui, Monsieur le Président, merci. Moi, je voudrais rappeler, Monsieur le Président, à la Défense, que ce que nous avons produit, c'est un acte administratif. C'est un acte administratif qui justifie de la qualité de ces ONG et de la capacité de ces mêmes ONG à figurer, à se constituer partie civile dans un procès. La régularité de cet acte ou, disons, la vie de ces ONG liées à cet acte administratif ne se discute pas devant vous. Vous n'êtes pas un tribunal administratif. Non. Nous avons justifié, à travers cet acte, qu'effectivement, ces ONG ont été régulièrement constituées et il y a, avant 5 ans, bien avant 5 ans, et donc, nous avons le titre juridique pour pouvoir figurer devant vous. Si Maître Bamba a un problème, la défense a un problème avec la régularité, ben, il sait où aller avec ça. Ou, en tout cas, qu'on nous produise un acte par lequel la même administration a retiré l'agrément à ces ONG. C'est aussi simple que cela. Donc, Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas le lieu de tergiverser par rapport à cela. Je vous remercie. Toujours dans le même sens. Bon, c'est des nouveaux arguments que je vais déployer. Par rapport à quoi? Par rapport à l'AGIPA et à l'ODH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen. Je voudrais attirer l'attention de la défense que juridiquement, l'existence réelle d'une personne physique se traduit par les actes de la personne et l'existence réelle d'une personne morale se traduit par les actes de la personne physique qui la représente. Les représentants de l'AGIPA et de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen sont dans la salle. Monsieur le Président, s'ils pensent que cette organisation est morte, mais Monsieur le Président, c'est aussi simple que ça. C'est comme un titre foncier. Si vous doutez de l'existence du titre foncier, vous écrivez au conservateur, au ministère de l'Habitat. Donc, ils n'ont qu'à écrire. S'ils écrivent et que ce dernier dise qu'il y a ça, mais en tout état de cause, Monsieur le Président, ils n'ont pas qualité de soulever le défaut de qualité de la partie civile dans la mesure où nous sommes en matière criminelle. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais faire observer à nos confrères de la Défense que nous sommes venus ici pour entendre la vérité sur les événements qui sont produits le 28 septembre 2009. Moi, personnellement, je ne suis pas venu pour apprendre. Je suis venu pour comprendre. J'ai appris, c'est pour ça que je suis là. Sinon, rien à dire, Monsieur le Président. Moi, je sollicite qu'il vous plaise mettre cette affaire en délibéré pour examiner les exceptions qui ont été soulevées. Je vous remercie. Vous avez fini? Monsieur le Président, permettez-moi, je voudrais dire un mot, puisque j'ai la loi sur les associations avec moi. Je n'avais pas le micro avec moi, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Le tribunal est en train de décider, s'il vous plaît. J'avais bien demandé si c'était fini. Permettez-moi, je n'avais pas le micro avec moi, je vous en prie. C'est bon, ok, vous il n'y a n'avez pas plus de la problème. parole. Merci.